RCF. Philippe Bollot serait-il devenu écologiste ? Cet ancien ingénieur agronome s'était attaqué l'an passé à la pollution des déchets plastiques. Aujourd'hui, il vient de terminer un rapport sur le vrac. Après donc ce gros rapport sur les plastiques, qu'il a sans doute convaincu de favoriser un mode qui les élimine. De fait, ces pellicules plastiques si néfastes pour l'environnement. Alors le voici, le député de la 7e circonscription de Maine-et-Loire, pour parler avec nous de vrac. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Philippe Bollot, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour parler du vrac. Qu'est-ce que c'est que le vrac ? Alors le vrac, c'est déjà quelque chose qui n'est pas nouveau, puisque nos grands-parents avaient l'habitude de recourir à ce mode de consommation. C'est-à-dire qu'à l'époque, on achetait les quantités qu'on voulait de produits sans nécessairement avoir ces produits préemballés qu'on connaît aujourd'hui partout et qui envahissent nos placards et nos réfrigérateurs. Alors c'est peut-être ça la définition du vrac, c'est de choisir la quantité qu'on va prendre. Le vrac, c'est quand je peux choisir ma quantité de produits, que je peux l'acheter dans un contenant avec lequel j'arrive dans le magasin. Et en plus, si c'est en libre service, voilà les 3 conditions à réunir pour pouvoir faire de la vente en vrac. Et alors, qu'est-ce qu'est l'état des lieux aujourd'hui ? Est-ce que le vrac a dû sans doute avoir une tendance un peu baissière durant l'épisode de la crise sanitaire, mais c'est un mode de vie, un mode d'achat qui est en hausse. Qu'est-ce que vous avez des chiffres sur le sujet ? Alors le vrac avait connu une croissance exponentielle carrément. Sur les dernières années. Il a été effectivement un petit peu impacté durant l'épisode de déconfinement de la crise Covid, mais c'est un mode de consommation qui répond à plusieurs attentes. La première, c'est une consommation plus responsable pour ceux qui voudraient effectivement se libérer de l'empreinte toujours plus forte de ces produits préemballés. C'est aussi un mode de consommation qui correspond à ceux qui veulent gérer mieux les quantités qu'ils achètent, donc les personnes seules par exemple. Et puis c'est aussi un mode de consommation qui apporte des réponses utiles à ceux qui ont des problématiques de pouvoir d'achat et qui veulent gérer au mieux leur budget. Alors donc pour faire ce rapport, vous êtes parti de constatation du terrain. Et qu'est-ce que vous avez constaté ? Comment est-ce que vous avez fonctionné aussi pour faire ce rapport ? Deux questions différentes. Oui, alors ce rapport, nous l'avons réalisé comme la plupart des rapports en écoutant les acteurs concernés, donc qui étaient les commerçants, en écoutant les pouvoirs publics. Et depuis qu'il a été réalisé, j'ai pris soin évidemment de le faire vivre en rencontrant à nouveau des commerçants d'Angers, en allant rencontrer la grande distribution, en essayant d'aller à la rencontre de la Chambre de commerce et d'industrie, parce qu'il est aussi important quand on fait des rapports, après le constat qu'on a pu établir, de pouvoir les faire vivre sur le long terme. Et alors, est-ce que l'accueil est favorable au vrac ? Oui, l'accueil est favorable, et ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'on pourrait imaginer que c'est un mode de consommation urbain, puisque la plupart des enseignes et des magasins qu'on visualise sont plutôt à Angers ou en première couronne, mais des formules adaptées au milieu rural voient le jour, et j'étais d'ailleurs très satisfait de voir qu'à Candé ou dans le Haut-Anjou, eh bien, il y a aussi du vrac, avec des camions mobiles comme ceux qu'on pouvait connaître. Ah oui, des camionnettes alors ? Voilà, des camionnettes comme celles que certains d'entre nous ont pu connaître et voir chez leurs grands-parents, qui passent dans les villages et qui vendent en vrac aux consommateurs de ces villages. Et là, ça date de quand ? Ça a 1 an, ça a 5 ans, ça a 10 ans ? Ces initiatives, peut-être certaines ont émergé il y a une dizaine d'années, mais connaissent le plus fort développement depuis ces dernières années. On va dire qu'il y a 2-3 ans, c'est le vrai décollage de la vente en vrac. Ah oui, c'est ça. De même qu'on voit aussi sur Angers, dans les communes, des épiceries qui naissent, qui sont uniquement en vrac. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile finalement de changer son mode de distribution ? Je veux dire, puisque là, on voit des créations d'épiceries vrac, mais on voit pas forcément de mutation vraiment d'épicerie pour devenir vrac. Alors, la question est intéressante parce que justement, le vrac a été, on va dire, lancé, facilité par la loi AGEC, qui est la loi sur l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage. Et comment est-ce qu'elle l'a facilité ? En indiquant justement que le vrac était possible et que ça serait une liste de produits interdits qui serait établie. Ah, c'est ça. Mais est-ce que c'était interdit de vendre en vrac auparavant, non, ou les produits étaient interdits ? C'était pour normaliser, si vous voulez, la vente en vrac et pour lui donner un cadre juridique et lui permettre de se développer. D'accord. Et aujourd'hui, on a la liste des produits qui sont... Alors elle est en cours de définition par la DGCCRF qui travaille avec l'ANSES pour établir la liste la plus précise possible. Et il y a des produits sur lesquels c'est très simple.
et d'autres sur lesquels c'est un peu plus compliqué de Par trouver. exemple. Alors les produits simples, c'est évidemment tous les produits d'épicerie sèche. On va penser au riz, aux pâtes, aux lentilles, aux biscuits secs. Là où c'est plus compliqué, c'est les produits d'entretien ménager. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut venir avec son récipient. Et si je mets dans un récipient un produit chimique ménager qui était incompatible avec ce que j'avais mis dans le même récipient auparavant, il peut y avoir des réactions qui sont un peu problématiques. D'accord. Donc la première loi, Ça, c'est AGEC. l'AGEC, permet en fait, ouvre les portes au vrac. Exactement. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est la loi climat et résilience, qui justement définit que la grande distribution devra mettre en vente en vrac 20% de ses surfaces de commercialisation de produits de grande consommation. Ah, c'est ça. C'est pour ça que votre question sur est-il possible de mettre du vrac partout est très pertinente, parce que elle interroge aujourd'hui la grande distribution, parce que la loi climat et résilience lui dit de le faire. Et il n'est pas si évident que ça de calculer déjà les 20% de surface de vente de produits de grande consommation cette surface-là, de la connaître, de la calculer pour après en prendre 20% qu'on mettrait en vrac. C'est pas si évident que ça. Et l'obligation, elle a une date butoir qui est proche, en fait, l'obligation de mettre 20% de sa surface en vrac. Je crois qu'on est dans les années 2023. Ah oui, donc c'est très tout proche. près. C'est très proche. C'est tout près. Alors, qu'est-ce que ça vous... le vrac, est-ce que donc ça a de l'avenir ou ça va être difficile? Et comment est-ce qu'on peut favoriser le vrac? Ça, c'est aussi, j'imagine, le travail d'un député que de voir quelles sont les perspectives et comment faciliter la vie. Alors, le vrac, oui, de mon point de vue, a tendance à se développer pour les 3 raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Éviter permettre la lutte contre le gaspillage alimentaire, éviter d'accumuler les emballages à usage unique qui emballent nos produits alimentaires, et aussi une réponse au pouvoir d'achat. Donc pour toutes ces raisons-là, et parce qu'il est en milieu urbain et en milieu rural, il a vocation à se développer. Après, pour qu'il puisse vraiment prendre son envol, il faut que les consommateurs soient évidemment au rendez-vous. Et il y a un frein majeur en la matière qu'il faut regarder attentivement et qu'il faut savoir traiter, c'est celui de l'affichage pour le consommateur. C'est-à-dire que sur un emballage, sur un produit préemballé, eh bien sur cet emballage, on va trouver un certain nombre d'informations sur la composition, sur le mode de préparation, sur les éventuels produits allergiques. Et toutes ces choses-là sont utiles au consommateur, à la durée limite de consommation, alors que sur le vrac, comme vous achetez le produit dans votre emballage, vous perdez cette faculté-là. Et donc il y a un vrai travail à faire. Ou alors est-ce qu'il faudrait rajouter une étiquette où on a un QR code? Alors c'est justement une autre des conditions de développement du vrac, c'est toutes les innovations qui vont apparaître sur le marché, des innovations pour faciliter la vente en vrac, des innovations pour se substituer à cette étiquette qui a disparu, et toutes ces nouveaux dispositifs de vente qui vont la faciliter seront évidemment des alliés pour le développement de la vente en vrac. Et puis dernière question, vous avez dû certainement faire des prévisions, à savoir demain, on va dire dans 5 ans, est-ce que la moitié de nos courses alimentaires seront en vrac? Ces projections sont pas si évidentes à faire, puisque il y a aussi une autre dimension qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est celle de la capacité qu'ont les industries agroalimentaires de fournir les produits en vrac, alors qu'aujourd'hui, l'héritage du mode de consommation qui est le nôtre n'est pas celui de la vente en vrac, mais du préemballé. Comme une planète, RCF. Merci Philippe Bolo, député de la 7e circonscription de Maine-et-Loire, de venir nous parler du vrac. Maintenant, à votre tour d'offrir aux auditeurs une phrase ou bien de poser une réflexion. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Alors, cette réflexion, je vais la poser sur la pénurie, et c'est donc un petit texte issu du magazine d'actualité scientifique Epsilon, du numéro de novembre 2021. Il nous disait que la pénurie était quelque chose d'important. Et le texte est le suivant. Pénurie, un mot que nous pensions voué aux oubliettes avec la peste et la famine, jusqu'à ce que le Covid le jette brutalement sur le devant de la scène. Avec d'abord un manque criant de produits sanitaires, masques, gants, gel hydroalcoolique, bientôt rattrapé par un inventaire à l'après-vert de biens courants, bois, papier, plâtre, plaques de plâtre, perceuses, vélos. Le responsable, un système de production mondialisé qui, après s'être ankylosé près d'1 an et demi sous l'effet des confinements, peine à réarmer sa voilure. Bientôt le bout du tunnel? Rien de moins sûr, car d'autres pénuries nous guettent, et pas seulement celles maintes fois énoncées du pétrole, de l'eau potable ou du poisson.
mais de nouvelles qui surgissent dans le sillage de virages radicaux que la société est en train de négocier dans les technologies numériques et dans la transition énergétique. 5G, cloud, Internet des objets et dématérialisation d'un côté, photovoltaïque, éolien et mobilité électrique de l'autre, avec en ligne de mire, d'ici à 2050, le passage à une industrie décarbonée dans le cadre des accords de Paris. Alors, avant de devenir député de la 7e circonscription, vous étiez adjoint à Avrier en charge de l'éducation. Et puis, finalement, là, on vous voit dans la mandature réaliser un certain nombre de rapports, et même beaucoup de rapports. On a l'impression que vous êtes un homme de dossier. Et je note notamment 8 rapports. Un sur le crédit énergie, et puis après... sur les risques, je crois, sanitaires et environnementaux, sur les plastiques, sur les effets des champs électromagnétiques, pardon. Là, vous allez déposer, vous avez déposé, je crois, un rapport sur les ressources en eau et leur gestion. Et puis vous allez en déposer encore un autre. On a l'impression, puis le plastique évidemment, le vrac. On a l'impression que finalement, ce travail parlementaire est en train de faire de vous un écologiste. Êtes-vous un écologiste ? Alors vous savez qu'on a une formation d'ingénieur agronome, l'écologie est jamais bien loin, puisque cette formation-là, c'est apprendre à faire pousser des plantes, à élever des animaux dans un environnement naturel qui est conditionné par des paramètres climatiques, par la qualité des sols et puis par la génétique des plantes et des animaux. Donc les dimensions de développement durable ne sont jamais bien loin. Oui, c'est l'écologie de base. Mais après, prévoir l'avenir avec tout ce qui altère justement ce monde du vivant, c'est autre chose. C'est ça. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a une sorte de culture générale qui certainement est présente dans mon esprit. Et ensuite, sans doute, un mandat qui a été marqué par s'il y avait un mot-clé à retenir, ce serait peut-être les transitions. Parce que finalement, aujourd'hui, les transitions sont très nombreuses. Et alors qu'on croyait en avoir défini les règles, et on voit qu'elles sont percutées en permanence avec la Covid, avec la guerre en Ukraine. Donc finalement, ce mot de transition est permanent. Et parmi les transitions qu'il faut absolument réussir et sur lesquelles les délais sont maintenant très réduits et l'urgence est face à nous, eh bien, il y a cette fameuse transition écologique et énergétique. Et donc finalement, vous êtes un écologiste, même si en France, malheureusement, ce mot est connoté politiquement. C'est ça, ce qui est véritablement regrettable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti de l'écologie, il doit y avoir des hommes d'écologie dans tous les partis, puisque finalement ce n'est pas associé à un parti ou à un autre. Comme une planète, aujourd'hui je m'y mets. À vous, Philippe Bollot, de proposer aux auditeurs une action pour s'y mettre. Cette action, je vais la relier à la vente en vrac. C'est de se dire, franchement, tous, au quotidien, on est capable, face à nos placards, d'identifier des biens qu'on achète régulièrement et qui sont suremballés. Et on sait très bien que ces suremballages, eh bien, ça se termine à la poubelle. Ce sont des ressources qui ont servi quelques minutes, voire quelques jours, et qui vont à la poubelle. Donc, sachons tous identifier ces produits-là pour s'en passer et aller vers la vente en vrac pour pas se priver malgré tout de les consommer. Eh bien, merci Philippe Bollot, parce qu'effectivement, alors ces plastiques deviennent des nanoplastiques et puis après des perturbateurs endocriniens, etc. C'est ainsi qu'on a envie d'arrêter tous ensemble et de tous être écologistes sans avoir l'étiquette pour autant politique. Merci.